Alors c'est une superbe édition, j'aurais tendance à dire, dans la mesure où elle va permettre à chacune des composantes des équipes constituant les différentes parties et les différentes préoccupations du sommeil de s'exprimer. Aussi bien les troubles respiratoires au cours du sommeil que la chronobiologie, que la psychiatrie, que la neurologie à travers les hypersomnies. Voilà, l'ensemble de ces composantes vont pouvoir apporter les derniers résultats de leurs travaux, donner la place d'une part à des conférences de très haut niveau comme celles qui font partie des plénières du matin, tout comme la possibilité pour les jeunes équipes de pouvoir présenter leurs travaux. Et c'est à travers ces éléments-là que les nouveautés de la prise en charge des troubles du sommeil et des troubles respiratoires au cours du sommeil vont pouvoir avoir lieu. Sur le plan des troubles respiratoires au cours du sommeil, tout d'abord, une part a été faite plus particulièrement sur la prise en charge des troubles respiratoires au cours du sommeil à l'aide des orthèses d'avancée mandibulaire. Et on a la chance d'avoir Peter Cistulli, par exemple, qui vient d'Australie, pour nous faire part de ses travaux et des perspectives à attendre. Sur le plan de l'insomnie, par exemple, un Sympo particulier va être destiné à la prise en charge de cette pathologie, nous montrant les dernières possibilités thérapeutiques de prise en charge de l'insomnie. Les hypersomnies, ces patients qui dorment beaucoup dans la journée, vont être caractérisés par un workshop sur des cas cliniques difficiles d'hypersomnie diurne. Concernant la chronobiologie, nous avons eu une plénière extrêmement intéressante sur l'intérêt de la lumière bleue et des communications orales permettront de faire le point sur les résultats des travaux de nos équipes françaises les plus récents. L'édition 2014 du Congrès du Sommeil conforte le succès des années précédentes, puisque nous avons cette année un peu plus de 2600 participants, avec une augmentation qui se fait sur le public médical et sur le public des autres professions de santé. Ces aspects-là montrent que le sommeil est une discipline qui concerne de multiples spécialités, de multiples modes d'exercice et de multiples exercices professionnels au sein des professions de santé. Le format de ce congrès que l'on cultive depuis toujours et d'interaction également entre des aspects scientifiques très fondamentaux, très neurosciences, des modèles animaux avec des rencontres aussi vers la clinique, la recherche translationnelle, jusqu'à la pratique clinique quotidienne, avec des formats de sessions qui sont très variés, qui permettent de rencontrer un peu tous ces aspects, de faire se rencontrer tous ces aspects, des séances plénières avec des orateurs qui sont des scientifiques de haut vol, scientifiques tant en sciences fondamentales qu'en recherche clinique, puisque la recherche clinique est une science également, des sessions sous forme de symposia où des orateurs vont aborder des aspects à la fois de recherche et de pratique, des ateliers qui permettent de conforter, améliorer, former ces pratiques. Et puis également des sessions plus ludiques, interactives, comme on va le voir cet après-midi avec les controverses, ou comme on l'a vu hier sur les ateliers de cas cliniques de prise en charge d'hypersomnie difficile, par exemple. Et je crois que la multiplicité de ces formats permet de maintenir un certain rythme dans le congrès et également de répondre aux diverses attentes de l'ensemble des participants. C'est un congrès assez extraordinaire qui est avec un énorme succès au niveau du nombre de personnes qui viennent ici. Donc ça montre que le sommeil est en développement, l'intérêt pour le sommeil grandit de plus en plus, ce qui est bien, parce qu'il n'y a pas que l'éveil dans la vie, le sommeil aussi est très important. Comme on le sait, il y a quand même un tiers de notre temps qu'on passe en sommeil. Ça fait 30 ans d'ailleurs que je m'intéresse au sommeil, et au sommeil paradoxal en particulier, donc à la recherche très fondamentale chez l'animal, et à comment ça se passe au niveau du sommeil paradoxal, qu'est-ce qu'il déclenche, à quoi ça sert. On sait que c'est le support des rêves, mais on ne sait pas encore très bien la fonction de ce stade. Et donc je représente un petit peu ça, cet aspect-là dans le congrès et dans le conseil scientifique de la SFRMS, cet aspect fondamental.
Je retiendrai en particulier 2 domaines qui ont été particulièrement détaillés. Un domaine qui sont les conséquences cardiovasculaires des apnées du sommeil, qui est toujours une problématique très importante dans ce domaine-là. Et on a eu ce matin une très très belle session à ce sujet, avec à la fois l'intervention d'un des leaders du groupe espagnol qui a énormément travaillé sur les conséquences de la maladie, avec des données de cohorte, des données d'essais randomisés, et qui a montré des arguments en faveur d'un effet des apnées et de leur traitement sur le risque cardiovasculaire. Mais aussi en face de lui l'intervention du docteur Tim Sitt, qui est un réanimateur français qui a une grosse expertise des aspects méthodologiques et qui a fait un petit peu une critique méthodologique des données existantes, et on voit bien que démontrer un effet propre des apnées, démontrer un effet réel du traitement sur le risque cardiovasculaire, c'est quelque chose de compliqué et qu'il y a encore beaucoup d'études à réaliser pour atteindre cet objectif. Alors il y a un autre domaine qui a été très détaillé pendant ce congrès, c'est la principale alternative thérapeutique à la PPC, à la pression positive continue dans les apnées du sommeil, c'est l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors on a eu la chance d'avoir l'intervention ce matin d'un des leaders, d'un des experts mondiaux qui nous vient d'Australie, qui est le professeur Sistuli, qui est quelqu'un qui a énormément travaillé sur ce sujet, qui a réalisé beaucoup d'études très bien faites sur le plan méthodologique, et ces études tentent à montrer que même si l'orthèse est un peu moins efficace pour réduire les apnées du sommeil, réduire le nombre d'apnées pendant le sommeil, elle a une efficacité qui semble assez comparable à celle de la PPC, du moins à court terme, sur les principales conséquences de la maladie et symptômes, et probablement grâce à une meilleure tolérance et une meilleure observance thérapeutique. Donc ça, c'était vraiment un des points importants de ce congrès, et on avait la chance d'avoir encore une fois un des grands experts mondiaux de cette question. Cette édition 2014 est vraiment intéressante. Il y a beaucoup de thématiques abordées, tant au niveau du fondamental que de la clinique. Moi, j'ai particulièrement apprécié tout ce qui est sur la lumière et qui va permettre au niveau des cliniciens de mieux comprendre pourquoi la chronobiologie est importante dans le sommeil. Il y a eu aussi la session sur les pathologies psychiatriques, l'apport des nouvelles techniques avec l'hypnose, en particulier dans le somnambulisme, mais pas que, et de nouveaux médicaments aussi qui sont intéressants, et puis tout ce qui va être stimulation transcrânienne magnétique, et ça c'est vraiment tout à fait intéressant parce que ça ouvre un champ au niveau de l'avenir qui sera sans doute intéressant dans l'insomnie. Il y a aussi tout ce qui est nouvelles technologies avec la médecine maintenant qui commence à se dessiner sur les e-technologies. Alors il y a différentes applications qui sont consacrées au sommeil et il faut vraiment s'attacher à celles qui sont développées par des médecins. Et là on a eu la chance d'avoir une présentation d'e-sommeil qui est une application qui a été développée par l'équipe de l'Hôtel Dieu.